Quand on nous a donné le sujet, on nous a dit, tu verras, l'après-midi, tu parleras virage ambulatoire, commande politique, souhait sociétal, ils auront mangé, ils auront envie de dormir, vous ne serez pas trop de deux. Donc on a essayé de se rôder un peu. Donc on va tâcher de vous garder éveillés, surtout après le propos passionnant qu'on vient d'entendre, et qui est d'ailleurs une case nouvelle d'un dispositif de soins palliatifs qu'on pourra rajouter dans notre propos. Effectivement, c'est extrêmement compliqué de rebondir après l'émotion qu'on a pu ressentir. On a parlé d'émotion ce matin et de soins palliatifs. En tout cas, merci de nous solliciter pour qu'on puisse effectivement témoigner peut-être de notre activisme palliatif à domicile, on va dire. On ne renonce pas. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer de partager une histoire et des histoires pour essayer d'incarner et de ne pas parler trop sociologie, politique, même si on va essayer quand même de répondre à la question. En fait, on n'a pas réussi à être en opposition l'un avec l'autre. Est-ce que c'est une commande politique ou est-ce que c'est une volonté sociétale en réalité? Donc on a rapidement abandonné la position de tu es pour, je suis contre, pour essayer d'être plutôt complémentaires et de parler en fait de nos expériences en soins palliatifs qui se trouvent en Bretagne, ont varié dans le temps, puisque chacun d'entre nous a mené 2 projets différents, dans des endroits différents et dans des positions différentes, ce qui nous permet d'avoir un éclairage un petit peu distancié pour se demander demain qu'est-ce qu'on ferait. En tout cas, ce n'est pas de vocation non plus pour être exemple, mais simplement témoignage de ce qui a été possible. En tout cas, on voulait vous présenter cette histoire de Jean-Paul, 60 ans, qui vivait et qui vit en Bretagne avec son épouse, traité pour un cancer du poumon, avec métastase osseuse douloureuse. Premier focus, Côte des légendes. On prend un peu d'histoire, c'est hier, 2009. Jean-Paul fait des allers-retours entre l'hôpital et son domicile pour sa radiothérapie et ses chimiothérapies. Il doute, il maigrit, il a mal, son médecin traitant est très sollicité. Un réseau de soins palliatifs vient d'être créé en 2002, il s'appelle Respect. Une infirmière coordinatrice spécialisée en soins palliatifs vient à domicile pour son évaluation globale. Une réunion de coordination est décidée avec le médecin traitant, le cabinet infirmier, le pharmacien et l'équipe du réseau qui arrive en force, le médecin, l'infirmière, le psychologue. Le patient reste douloureux. L'épouse s'épuise. Un temps de répit est organisé sur des lits identifiés qui ont été créés en 2005, portés par un hôpital local. Le patient retourne à domicile avec une PCA. Le prestataire a été sollicité pour de l'oxygène, la PCA pour la morphine. L'infirmière coordinatrice, en proximité, sur un territoire de 60 000 habitants, lui, va faire le point une fois par semaine. Des bénévoles d'accompagnement passent également, ainsi que la psychologue du réseau. Le plan d'aide APA a été mis en place avec 20 heures d'aide ménagère et un fonds FNAS a été débloqué avec une garde de nuit. Une fiche SAMU, c'était le début, a été transmise au centre 15 avec des directives anticipées. Le patient décède à domicile. 2009, Côte des légendes. On change d'endroit. À l'époque, j'étais médecin de l'équipe mobile douleur soins palliatifs à Morlaix. C'est le même patient. Et il fait des allers-retours entre l'hôpital et le domicile pour ses traitements oncologiques. Et puis, il devient douloureux. La question de lui poser une PCA est évoquée. Et il se trouve que justement, petit pas de côté, à Morlaix, on était l'équipe mobile douleur soins palliatifs. Donc nos collègues oncologues, ils se cachaient un peu derrière leurs petits doigts, puis disaient, on va vous présenter l'équipe douleur, vous verrez, ça va bien se passer. Et une fois la PCA mise en place, notre questionnement à l'époque en équipe mobile, c'est comment on fait sortir ce patient avec une PCA. Parce qu'on n'avait pas de dispositif, pas de réseau. Par contre, on avait des acteurs libéraux dont certains étaient plutôt très engagés. Ils étaient plutôt très engagés parce que historiquement, certains d'entre eux avaient suivi une formation en soins palliatifs assez robuste avec le Collège des hautes études en médecine et que ces acteurs engagés qui s'étaient retrouvés depuis longtemps étaient pour certains d'entre eux d'accord de s'y coller sans personne d'autre. Médecins et infirmières libéraux installés en ville, plus engagés que d'autres, étaient notre bras armé de l'équipe mobile pour gérer ces patients à la maison.
En journée, comment on faisait? Il y avait les acteurs libéraux et puis il y avait l'équipe mobile. Mais la nuit, si ça sonne, et le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Et à l'époque, mon collègue Mathieu Cardin était à peine né, et l'HAD de la UB Santé n'avait pas commencé. Et on n'avait pas de réseau. Donc ce patient, eh bien, il est retourné à l'hôpital, dans un lit de SSR, faute d'autres solutions, pour décéder à l'hôpital, alors que son souhait est plutôt d'être à domicile. Effectivement, retour en arrière, c'était 2009. On a l'impression que, effectivement, c'était il y a très longtemps. Mais on avait fait un retour ce matin. La société civile bouge. Il y a eu la création de l'ASFAP en 89, donc 10 ans plus tôt, enfin 20 ans plus tôt. Il y a eu 10 ans après le plan triennal, le premier plan triennal soins palliatifs et la loi du 9 juin dans la foulée. Donc 89 SFAP, 99 la loi qui permet normalement de dire effectivement qu'il y a un accès nécessaire possible lorsque c'est nécessaire pour mettre en œuvre des soins palliatifs. Et puis 2008, là aussi, on est dans des rythmes de 10 années, la circulaire qui permet d'organiser les réseaux de soins palliatifs et le début de la gradation des soins, USP, LISP, équipe mobile, et on commence à parler aussi de soins palliatifs en HAD. Des dispositifs qui ont des maturités différentes, une couverture territoriale différente, et on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a eu entre-temps, effectivement, la loi Kouchner, le fait que le patient puisse apporter sa pierre à la construction de son projet de soins, parce qu'effectivement, on passe d'une médecine paternaliste où là, on attend ce que le patient et on entend ce que le patient a à dire. 2005 est passé par là aussi, mais on a encore des usages à domicile qui se cherchent. On s'échange des bonnes pratiques, voire on partage des recettes ou ce qui marche. Et puis, il y a l'environnement, parce qu'on essaie de ne pas rester tout seul. Effectivement, il y a des pionniers qui ont défriché. Et puis, on est à 20 ans déjà aujourd'hui. Bon anniversaire, la coordination. 10 ans passent. Alors 10 ans passent, on va changer de côte. On va passer sur la côte d'Iroise. Côte d'Iroise, Jean-Paul fait toujours ses allers-retours entre l'hôpital et son domicile pour sa radiothérapie et sa chimiothérapie. Il doute, il maigrit, il a mal, mais c'est 10 ans plus tard. C'est une plateforme d'appui à la coordination qui a regroupé les anciens réseaux de santé en 2016. Le CLIC est sollicité pour une révision de son plan d'aide. Une évaluation multidimensionnelle a été faite par la coordinatrice d'appui en lien avec l'équipe libérale. Une réunion de coordination est décidée avec le médecin traitant. Donc les choses qui marchaient avant, on arrive à les capitaliser et à en faire profiter toujours le terrain. La plateforme possède en son sein une expertise palliative et accompagne la démarche de réflexion et de rédaction pour les directives anticipées. L'intervention des bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs, d'une psychologue, d'une diététicienne sont proposées. L'épouse s'épuise néanmoins. Un temps de répit est organisé sur des lits identifiés soins palliatifs et dans la foulée bénéficie d'un nouveau service de réadaptation ambulatoire avec ces soins de support dont on a parlé ce matin en cancérologie, mais qui permettent de regagner de l'autonomie. Le plan d'aide a été revu, 20 heures d'aide ménagère. La situation semble stable. Le relais est à nouveau organisé à domicile par la plateforme. Cette fois-ci, c'est une fiche SAMU Pallia régionale qui a été transmise au centre 15, même téléchargée sur son DMP. Mais c'est juste le début. Le DMP vient juste d'être créé par le pharmacien et on a transmis le courrier aux libéraux. On n'est pas encore en communication. L'état du patient s'altère, il est plus douloureux. L'HAD qui connaissait le patient en veille parce qu'on se parle et qu'on a un staff tous les 15 jours, met en disposition l'oxygène, la PCA de morphine et la permanence téléphonique 24 heures sur 24. Le patient décède à domicile. Entre-temps, j'ai migré. Me voilà à Lorient en HAD. Donc ce patient, il fait des allers-retours toujours
avec l'hôpital de proximité, l'hôpital de Lorient. Concernant la PCA, comment on fait? Il y a l'équipe mobile qui souvent nous alerte, qui l'a vu avant nous, parce qu'ils interviennent dans les différents services, et se pose plus la question du relais à domicile. Nous avons depuis très récemment une plateforme territoriale d'appui qui, elle, est sur les fonds baptismaux, donc qui n'a pas la grande expérience encore, et en particulier pas les compétences en soins palliatifs en interne que peut avoir Jean-François et son équipe. Donc on espère d'eux qu'ils seront aussi des relais pour utiliser les compétences des uns et des autres pour alerter sur un patient qui ne va pas bien à la maison sans le faire passer par la case hôpital. Mais sinon, ce patient, il va usuellement, sur le Pays de Lorient, sortir avec l'HAD. Nous, en HAD, à Lorient, on ne fait pas les soins directement nous-mêmes. C'est les libéraux qui les font avec nous. C'est-à-dire qu'on compagnonne, on les forme, on les soutient, on assure l'astreinte, on se déplace avec eux, mais c'est eux qui font les soins. Donc en soins palliatifs et sur l'usage des PCA, on a vraiment besoin qu'ils soient formés. La formation des acteurs libéraux sur le Pays de Lorient, elle reste très embryonnaire parce qu'ils sont nombreux, que beaucoup ne sont pas formés, qu'il y a peu de dispositifs organisés. Donc on a des palliatifs, c'est le cas de le dire, on a mis des vidéos sur YouTube, on les forme en compagnonnage et au chevet à chaque fois qu'on a un patient en commun. Mais la formation de base sur les soins palliatifs dans le monde libéral, sur notre territoire, du côté du domicile, elle est moins bonne que ce qu'elle était il y a 10 ans dans une dynamique de formation très régulière. Ça n'empêche pas que le domicile, c'est aussi les EHPAD, et que là, du côté des EHPAD, par contre, nos collègues de l'équipe mobile de soins palliatifs, avec beaucoup d'énergie, vont aller former les acteurs. Mais les nombreux libéraux qui sont sur notre territoire mériteraient toute notre attention. Comment on fait en journée? Bon, l'HAD est là, c'est pas très compliqué. La nuit, si ça sonne, le week-end, il y a quelqu'un, on est là, et on veut surtout éviter que SOS et le SAMU débarquent. Donc certes, on fait quelques fiches SAMU Pallia, mais à Lorient, on a la chance d'être nombreux, donc on est de garde 24-24 et on se déplace à domicile 24-24, ce qui n'est pas possible pour des équipes plus petites. L'épouse épuisée, éventuellement, on va solliciter nos collègues sur un lit de répit, parce que des fois, l'épuisement de l'épouse suffit, bien entendu, à justifier ce repli, ou les envoyer chez nos collègues de l'USP du DIVIT. Donc vous voyez, les dispositifs sont de plus en plus variés et nous laissent des ressources. Et quand on a un patient en HAD qui capote, comme on dit, qui ne peut plus rester, ce qu'on attend de nos collègues, c'est qu'ils puissent accueillir ce patient dans un délai très court. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, pourquoi? Parce qu'on se connaît très bien, depuis longtemps, qu'on se parle. Et ça dépend beaucoup du maillage amical et personnel entre les acteurs. Le patient décédera à domicile avec l'HAD. On aura pu mettre en place aussi un service itinérant de nuit d'auxiliaire de vie qui va rassurer tout le monde et permettre à l'épouse de dormir, éventuellement des gardes malades, comme a dit Jean-François. Alors, des constats, effectivement, vous avez vu entre 2009 et 2019, les multiples dispositifs. C'est plus nombreux, c'est plus étayé, mais quelque part, c'est évolutif, c'est mouvant. On ne sait pas trop ce qui a été encore en activité dans ces intitulés qui changent. En tout cas, il y a une cellule d'animation régionale qui a été créée, qui a, dans la foulée, depuis le début de la coordination bretonne, eu toujours l'écho de nos tutelles et qui ont permis, effectivement, comme on l'a dit ce matin, de pouvoir travailler aussi à quelque chose de plus coordonné et de plus régionalisé. Certes, la couverture territoriale est plus importante, avec des plus-values hétérogènes selon les formations, selon les effectifs, selon les disponibilités, selon les budgets. Les usages sont plus stabilisés, les référentiels plus étayés, et, comme tu l'as reprécisé, des formations soins palliatifs laissées à la bonne volonté des acteurs. 2019, le prochain plan soins palliatifs s'attend. Donc un bilan positif mais contrasté. Alors, vous nous avez posé la question, sociétalement, on ne va pas refaire ce qu'on a vu en introduction de la journée. On voit bien qu'il y a un désir. Il y a un désir et à la fois où on en est aujourd'hui par rapport à ce désir de la société et par rapport à nos possibilités. INED avait publié une
une étude assez complète en 2014 et 2015 qui confirme le fait qu'un quart des Français meurent chez eux, alors que globalement, à peu près entre 70 et 80% souhaitent rester à la maison jusqu'au bout. Donc la question du domicile vraiment est posée, sachant que dans cette enquête, le médecin traitant connaissait ce lieu de décès souhaité à la fois seulement dans 21% des cas. Et on voit bien que les médecins ont plus souvent recueilli la volonté des patients lorsque le décès a eu lieu à domicile. Il y a eu une mise en œuvre de ce qui a été souhaité, si tant est qu'il s'est donné la peine de rechercher cette information. Alors, parfois, le domicile n'est pas une fin en soi, et quand c'est complexe, effectivement, le décès est aussi quelque chose qui peut se faire ailleurs, et on n'a pas la volonté du tout domicile. 20% d'ailleurs des familles s'opposaient à ce maintien à domicile. Demain, un nombre plus grand de personnes, parce que plus âgées, parce qu'on a vu qu'aussi la maladie chronique va être mieux prise en charge. Et donc on va pouvoir se dire que la notion du domicile va être de plus en plus présente et prégnante dans nos organisations. Si on fait un retour de ce qui s'était posé au niveau du plan national de développement, il y avait 4 axes d'action. Information, développement de la prise en charge du domicile, et la loi Claes-Leonetti a confirmé cette volonté d'implication du médecin traitant dans le domicile, dans la mise en œuvre de recueil du désir des patients. En tout cas, le cadre est là, on discutera après de la réalité. Un troisième axe qui était d'accroître effectivement les compétences des professionnels, et on rejoint bien les besoins qu'on constate sur le terrain, et réduire ces inégalités, ces trous, ces blancs, pour que quel que soit le territoire, il n'y ait pas une différence de prise en charge. C'est ce principe de justice que l'on veut aussi mettre en œuvre. Passons des intentions aux actes. Et du coup, en 2016, l'IGAS, qui n'est pas une institution réputée pour rigoler, s'est intéressée à la réalité des pratiques pour voir où on en était. Environ 300 000 personnes nécessitent un accompagnement palliatif, à peu près la moitié des fins de vie. 60 000 d'entre eux y ont accès. Donc 3/4 des patients n'ont pas accès aux soins palliatifs aujourd'hui, 20 ans après la loi Leonetti. Surtout concernant le domicile, parce qu'il faut quand même bien voir que le grand absent des politiques de soins palliatifs du domicile, à part du côté des incantations, les soins palliatifs à domicile, il n'existe pas. Tout ce qui a été créé du côté des institutions qui ont à rendre compte de leur organisation. Donc le système de soins, il est aveugle lorsqu'il s'agit d'évaluer la qualité des prises en charge palliatives hors de l'hôpital. Il n'y a aucune démarche contractuelle, ni du point de vue de la formation, ni du point de vue de l'organisation, qui est de nature à garantir la qualité des soins palliatifs à domicile. Ne jetons pas la pierre aux libéraux. Chacun d'entre eux voit entre 1 et 5 patients en soins palliatifs en fin de vie par an à son cabinet. On ne peut pas leur demander non plus d'être experts tout seuls. Les cadres d'intervention se sont multipliés. Alors déjà, entre nous, ce n'est pas facile. Entre la PTA, les réseaux, les équipes mobiles, les LISP, les USP, les équipes mobiles intra-hospitalières, extra-hospitalières, toi tu y vas, moi j'y vais pas, c'est quoi l'HAD, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc déjà, ce n'est pas lisible pour nos collègues. Et même entre nous, les périmètres ne sont pas forcément très bien définis tout le temps, et pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc les patients, ils s'orientent comme ils peuvent, et leur réseau informel, leur relation leur permet d'être mieux orientés. Ça ne s'appelle pas forcément de l'équité. La délivrance d'un soin à domicile, la nuit et le week-end, n'est pas forcément assurée. Alors il faut sûrement soutenir les soins palliatifs, c'est les propositions de l'IGAS en 2016. Parce que c'est la réponse des Français. Parce que le système de santé va exploser de 50% de décès en plus dans les 30 prochaines années. Et on avait fait un travail avec notre ami Lucas Morin à la coordination bretonne il y a déjà quelques années, un livre blanc des soins palliatifs en Bretagne. Et une des conclusions de Lucas Morin, c'était de dire, si on veut rendre le même service, entre guillemets, médiocre en soins palliatifs à nos concitoyens dans 20 ans, il faudra qu'on ait doublé les moyens.
Et on parlait là de l'organisation hospitalière. Est-ce qu'on en est capable? Probablement pas. Dans le domicile est certainement une voie intéressante pour garder les patients chez eux. Et puis, il faut quand même garantir l'accès aux soins palliatifs. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Alors, comment on ferait? Réinvestir le rôle du médecin traitant, soutenu par une offre de soins accessible et lisible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins généralistes dans la salle, mais si on leur dit réinvestir le rôle du médecin traitant, aujourd'hui, de la puissance publique, je ne sais pas si ça les fait sourire tant que ça dans les faits. Pour leur permettre de repérer les patients et éviter les prises en charge trop tardives, pour leur permettre d'anticiper les conditions de fin de vie, éviter les replis aux urgences dans les situations de phase agonique, renforcer l'implication des infirmiers, et ça passe aussi par leur donner une rémunération décente pour leur permettre de passer plus de temps, permettre l'intervention des médecins d'HAD et d'EHPAD comme prescripteurs, ce qui n'était pas le cas jusque très récemment, faciliter l'accès aux dispositifs d'appui, dont certains sont déjà très structurés, mais d'autres à peine naissants. Améliorer le recours à l'hôpital, c'est-à-dire aussi bien se servir de ce qui existe comme repli ou comme équipe experte. Certains services qui ont des LISP ne les utilisent pas à bon escient. Et puis l'activité des équipes mobiles est très peu extra-hospitalière, moins de 5 à 10% dans la plupart des cas. Tout simplement parce qu'elles ont bien beaucoup à faire à l'intérieur, déjà, sans parler éventuellement, mais là c'est mon propos un peu acide, des budgets des équipes mobiles qui seraient captés par les établissements sans être mis à disposition des équipes. J'en profite d'ailleurs pour dire que notre collègue, le docteur Frédéric Spinelli, médecin de l'ARS en charge de la thématique de soins palliatifs, était présent à notre journée, ce qui est un signe d'intérêt. Il a été obligé de partir parce qu'il était d'astreinte. Il m'a donné un mot d'excuse, donc tout va bien. Mais j'en ai profité pour lui parler seul à seul pendant le repas, pour bien lui dire ce qu'il fallait entendre entre les lignes de nos propos. Cependant, le domicile, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée. Il faut aussi éviter la logique du tout domicile. Parce que ça peut être compliqué, parce que ça peut être un vrai traumatisme pour les patients et pour les aidants, une prise en charge palliative longue à domicile. Parce que le domicile, c'est aussi un lieu d'inégalité, parce qu'on peut ne pas avoir d'aidant, ou pas d'argent, ou un domicile pas du tout adapté, ou parce qu'on peut avoir un aidant, mais qu'on va l'épuiser, et qu'il y aura des séquelles importantes de cet accompagnement, sans forcément beaucoup d'appui pour ces aidants, même si en 2019, on a vu des choses bouger très positivement. Donc les propositions, c'est quoi? On va voir après si elles ont été mises en œuvre. C'était en 2016. Mobiliser le médecin traitant, on vient d'en parler. Et puis, toute une liste de mesures, celles qui sont à gauche avec une flèche et celles qui sont actives actuellement. Celles qui sont plus ou moins, c'est celles qui sont dans le doute. Et celle où il n'y a rien, c'est qu'on n'a pas fait. Donc oui, on peut prescrire comme médecin co en EHPAD et en HAD. Est-ce qu'on a plus accès aux médicaments de la hospitalière et aux opioïdes? Pas tant que ça. Est-ce qu'on a amélioré les tarifs des infirmiers? Non. Les HAD et les SIAD peuvent travailler ensemble? C'est vrai. Est-ce que les plateformes territoriales d'appui et de coordination sortent de terre? Oui, pas partout, pas à la même vitesse, pas avec les mêmes compétences, pas avec les mêmes périmètres. Est-ce qu'on a un numéro d'appel unique, une astreinte téléphonique dans nos territoires? Non. Est-ce qu'on a incité le développement financier grâce aux mobilisations de fonds d'intervention régionale des ARS pour faire du soin palliatif à domicile et avec des équipes mobiles extra-hospitalières? Non, pas un centime actuellement. Effectivement, on s'organise, on fait des RCP de soins palliatifs. On essaye de développer une fiche SAMU-Pallia régionale qui est actée, qui est partagée, qui est unique, mais qui peine encore à se mettre en œuvre dans certains endroits. Donc vous voyez, il reste beaucoup à faire. Et puis le domicile, ça marche bien seulement quand nous, à domicile, en HAD ou le monde libéral, a une équipe hospitalière en repli pour l'aider quand ça ne va plus. Donc il ne s'agit pas de s'opposer, mais bien au contraire de se compléter. Je le disais tout à l'heure, sur le Pays de Lorient, ça marche bien, parce qu'on sait se passer la main quand c'est nécessaire pour le patient au bon endroit, au bon moment. Alors il y a quelques textes, j'ai mis juste 2 titres, très peu de choses sur qu'est-ce que c'est le soin palliatif à domicile, quels sont nos référentiels en France sur le sujet.
On discutait avec Jean-François ce matin. Est-ce qu'on parle des soins palliatifs à domicile dans le deuxième cycle des études médicales de la faculté de Brest? Non. Est-ce qu'on parle des soins palliatifs à domicile à la faculté de Rennes? Oui, grâce à Vincent Morel, nous avons une soirée dans le module optionnel de soins palliatifs de ceux qui veulent. Néanmoins, je dois vous dire, à ma grande surprise, que les médecins qui sont là, qui sont des tout jeunes docteurs en formation, ils sont nombreux, ils sont intelligents, ils sont formés, ils connaissent la loi Leonetti, ils sont extrêmement pertinents dans leur réflexion éthique. Donc les jeunes pousses qui viennent, ça va être des très bons médecins dans cette discipline, à condition qu'on leur offre cette formation. Mais il y a de l'espoir quand même. Donc il y a de l'espoir. D'autres signes peut-être de l'actualité nationale, c'est de se dire qu'effectivement la SFAP a pour la première fois un médecin généraliste libéral qui a pris la tête de l'organisation et qui effectivement vient et est issu de ce domicile pour lesquels il va pouvoir effectivement essayer de parler en connaissance de cause. Pour autant, le budget national de la santé à domicile, c'est moins de 10%. Donc on voit bien quand même qu'il y a une différence de traitement. Et on l'a vu ce matin, on a même parlé de milliards qu'il y était à économiser possiblement si tant est qu'on met une sorte de réflexion et qu'on associe le patient dans la mise en œuvre. Alors, localement, il y a eu un PRS pour les initiés ou projet régional de santé. Alors, clairement, ça va dans la direction de ce qu'on a pu dire, de ce qu'on peut vivre nous, et d'ailleurs on est fortement associé à la rédaction de ces documents. L'objectif, c'est de poursuivre la bonne appropriation de la démarche partout où c'est nécessaire, avec ce qu'on a appelé ce matin l'early palliative care, la prise en soins précoce, et aussi de proximité, donc aussi à domicile ou dans les établissements médico-sociaux. Que globalement, il fallait des offres de formation et d'information en soins palliatifs. On retrouve la pyramide que notre ami suisse nous a bien présentée ce matin, où on voyait qu'effectivement, entre formation, information et gravité ou graduation des besoins, on a quelque chose qui peut être cohérent. Globalement, en Bretagne, il était redit que le principe d'équité, de justice, devait faire que l'ensemble du territoire doit être couvert, avec même des possibilités de recommandation en nombre de professionnels sur le terrain. Des chantiers prioritaires, repérés précocement, des outils pour pouvoir parler, repérer les besoins, des DAC disponibles pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ce projet. Clarifier l'offre. Autre chantier, vu les multiples offres en soins palliatifs spécialisés, comment s'y retrouver dans cette graduation, comment ne pas se marcher dessus, mais au contraire, comment que ce soit synergique. L'offre et la compétence expertise palliative n'est pas quelque chose d'une ressource dont on déborde. Troisième chantier, formation du terrain, des soignants, que ce soit dans nos établissements spécialisés en soins palliatifs ou bien sûr sur le domicile. Alors on peut être d'accord. Et l'évolution du système de santé va dans des endroits où, là aussi, c'est très mobile, avec des systèmes qui convergent. On parle maintenant de projets de territoire du monde sanitaire, avec des groupements hospitaliers de territoire, privés et publics, avec un exercice coordonné qui doit travailler encore mieux ensemble, au-delà des maisons, pôles de santé, qui permettent de regrouper certaines équipes de soins primaires. On parle de communautés professionnelles de territoire de santé pour travailler ce niveau premier d'information, de coordination, de recueil et de mieux travailler ensemble en pluridisciplinarité. Et les nouvelles générations médicales, effectivement, sont sensibilisées, paramédicales également, dans l'inculturation de la société avec des associations qui peuvent intervenir. Et l'ensemble des dispositifs d'appui unifiés pour simplifier la lisibilité sur le terrain. Néanmoins, certes à l'hôpital, quand quelqu'un sonne, quelqu'un va venir, mais l'adaptation se fait au fil de la clinique. Le temps d'avoir la présence médicale et la prescription, ça peut prendre toujours autant de temps. À domicile, au bout des chemins bretons, il faut y arriver à domicile. Et qu'on soit en HAD ou infirmière libérale, le matériel, dans le meilleur des cas, s'il a été anticipé, est présent. Et la prise en charge coordonnée. Là, ça peut aller très vite. Néanmoins, 100% des gens en fin de vie
arrête d'avaler, arrête de respirer. Et pour autant, on a toujours autant la surprise de ces ruptures non anticipées de parcours qui font que les gens se retrouvent à l'hôpital et que tout le projet tombe à l'eau. Alors, on a parlé des difficultés. Ce matin, on a terminé presque par une note pessimiste qu'il fallait se dire, en tout cas, on est peut-être trop gentil. Alors, est-ce que c'est gentillesse? Est-ce que c'est épuisement? Est-ce que c'est manque de formation? Pourtant, on voit bien que des fois, ça marche. En fait, on voit bien que tous les outils existent, toutes les expériences existent. On a même la CARESP qui, depuis quelques années, nous aide à mieux connaître ce que fait notre voisin. Mais aujourd'hui, sur chacun des territoires, les meilleurs dispositifs ne sont pas dupliqués. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'incitation de la puissance publique. À certains ans, on a beaucoup perdu avec les réseaux, on ne l'a peut-être pas assez dit. On avait quelque chose d'assez léger qui faisait du soin palliatif à domicile. Certains n'en avaient pas, d'autres en avaient. Certains se sont fait absorber plus ou moins complètement dans les plateformes territoriales de coordination. Mais ce qu'on voit, c'est que sur nos 8 territoires, l'excellence existe, mais pas pour tous les dispositifs et pas partout en même temps. Donc ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un tout petit peu d'incitation financière. On a entendu ce matin qu'on peut économiser des milliards, mais on ne parle pas de milliards, nous on parle de centaines de milliers d'euros par territoire. C'est très peu de choses par rapport au prix d'une chimiothérapie pour que les dispositifs d'appui, les équipes mobiles extra-hospitalières qui sont à créer, les dispositifs hospitaliers qui existent, le maillage entre les acteurs et surtout la formation des acteurs libéraux à ces prises en charge coordonnées avec les équipes, elle se fasse et qu'on la duplique là où elle marche dans le territoire d'à côté pour vraiment pas très cher. Donc on parlait ce matin à midi avec le médecin de l'ARS de dispositifs d'incitation, d'appel à manifestation d'intérêt, parce que si on ne bouge pas, on n'y arrivera pas. Donc j'ai bien retenu la leçon de ce matin de nos collègues oncologues et suisses. Il faut qu'on se batte, et le mieux c'est encore de se battre avec notre puissance publique proche, c'est-à-dire nos ARS, ici, là, maintenant, en Bretagne, pour les aider à faire des économies. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Les aider à faire des économies pour que nos patients soient mieux pris en charge. Parce que s'il y a une constante qu'on voit, c'est que ceux qui sont engagés dans le soin palliatif, en particulier à domicile, on reste des pionniers, on est au charbon tout le temps, beaucoup d'entre nous s'épuisent et ils ne voient pas le curseur bouger. Donc nous tous aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on donne une impulsion pour que ça avance demain et pour que le parcours de ce patient qu'on a vu, qui s'améliore, mais il soit absolument sans rupture demain dans tous les territoires et pas seulement là où il y a des gens engagés. Alors on va vous laisser lire ce qui est écrit là, parce qu'en fait c'est chacun d'entre vous, si sur votre territoire vous arrivez à l'écrire. Nous on a mis une proposition, nous on vous a fait notre rêve, et on va passer là parce qu'effectivement on a du temps aussi et je le respecte, mais effectivement c'est pas tant notre rêve à nous, c'est vraiment ce que chacun d'entre nous va écrire, parce que l'histoire s'écrit en marchant, en avançant, et donc demain c'est cette graduation, c'est effectivement, ce maillage, c'est la lisibilité des dispositifs, c'est la continuité des dispositifs, c'est la formation, c'est l'interaction entre les équipes, entre le professionnel, entre l'hôpital. Et donc, demain, faire qu'aujourd'hui soit mieux préparé parce que vous êtes sensibilisés et que l'on va se battre pour que demain soit vraiment à la hauteur de nos premiers engagements de pionniers 3e génération. Vieux pionnier, c'est ça? 40 ans après, on peut encore être un pionnier, il disait ce matin. Voilà, merci beaucoup.